Bonjour à tous. Dans quelques instants, je vais vous laisser en compagnie de Frédéric Poirier, notre élu en charge du handicap, de tous les handicaps, et puis un certain nombre de ses invités, des spécialistes de l'autisme. C'est vrai que beaucoup de choses ont été faites ces dernières années et que sans doute vous et moi nous comprenons davantage les clés de ce sujet, mais il faut aller plus loin, accélérer encore, mieux accompagner les familles qui sont concernées, en particulier les enfants, pour les intégrer davantage dans notre société, que ce soit à la crèche, à l'école et puis pour la suite dans le monde professionnel. On a beaucoup de travail encore à faire ensemble et c'est la raison pour laquelle je suis heureux de vous laisser tout de suite avec ces invités prestigieux qui connaissent tout particulièrement bien ces sujets. Bonjour à toutes et à tous. En tant que conseillère municipale déléguée au handicap, j'ai l'honneur, aux côtés de Jean-Didier Berger, maire de notre ville, de représenter la ville de Clamart qui souhaite la mise en place d'une politique ambitieuse pour le handicap et s'engager pour l'inclusion. Cette conférence est une première qui fait vivre le réseau Handi-Inclusion en cours de constitution à Clamart. Les interventions d'aujourd'hui sont plus axées sur l'inclusion des enfants avec troubles du spectre de l'autisme. Aussi, nous avons choisi de commencer ce cycle de conférences par l'enfant, qui va grandir et évoluer au sein de sa commune vers des demandes de stage d'emploi. C'est un premier point de départ pour des rendez-vous réguliers ensuite. Dans ce cadre, nous pouvons, par exemple, envisager pour prochain thème de sensibiliser les entreprises à l'emploi des personnes autistes, à l'emploi des personnes avec des troubles du neurodéveloppement. De façon générale, des mises en lumière d'autres types de handicaps seront organisées tous les ans pour sensibiliser et conduire vers l'inclusion en intégrant des projets de vie. Nous avons choisi aujourd'hui de rassembler pour cette conférence des intervenants qui vont nous permettre véritablement de nous sensibiliser sur un sujet qui nous tient vraiment à cœur. En effet, selon la prévalence admise en France, les personnes porteuses de troubles de l'autisme représenteraient 1% de la population, l'autisme faisant partie des 5% des troubles du neurodéveloppement. Rapporté à l'échelle de Clamart, ce serait entre 500 et 550 personnes qui seraient autistes, 2500 avec des troubles du neurodéveloppement, auxquels on doit ajouter probablement plus de 5000 personnes qui sont directement concernées au quotidien, et notamment les parents, et bien entendu environ 500 professionnels. Donc, sur Clamart, une estimation de 10 000 personnes, soit environ 20% de la population clamartoise, serait concernée par les troubles du neurodéveloppement. Maintenant, j'ai l'immense plaisir de vous présenter nos intervenants, tous experts reconnus qui, de par leur présence, honorent la ville. Tout d'abord, bonjour Dr Natasha Yanaka. Vous êtes diplômé à l'Université Descartes sous la direction du professeur Jean-Louis Adrien. Vous êtes docteur en psychologie clinique et en psychopathologie de l'enfant. Vous êtes fondatrice du programme Friends Play et vous allez, si vous voulez bien, nous expliquer ce qu'est ce programme. Deux Clamartois qui sont particulièrement concernés et impliqués. Tout d'abord, Madame Anne-Sophie Pell, bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes présidente de l'association Autistes sans frontières 92, qui œuvre dans le département des Hauts-de-Seine depuis 2001 pour favoriser et promouvoir l'intégration des enfants autistes en milieu scolaire ordinaire et dans la vie, et qui milite aussi en faveur d'une prise en charge éducative comportementale précoce et intensive des enfants autistes. Et Monsieur Florent Chapelle, vous êtes, bonjour et merci, coprésident avec Monsieur Samuel Le Bihan de l'association Autisme Info Service créée le 2 avril 2019, dont le siège est à Clamart. Joyeux anniversaire, nous fêtons les 2 ans. Vous êtes également vice-président de la Fondation Autisme et ancien président du collectif Autisme. Et vous êtes aussi co-auteur du livre Autisme, la grande enquête, paru en 2016. Alors pour ouvrir cette conférence, je vous propose ces mots de vous-même, Monsieur Chapelle, si vous me permettez. L'autisme est une pathologie organique.
un handicap neurologique présent avant la naissance. On est autiste comme on est myopathe. On ne le devient pas. Et ce n'est pas une maladie que l'on pourrait attraper. Et ce n'est surtout pas, comme on l'a longtemps pensé, une maladie psychique. Une sorte de folie qui se développerait dans la petite enfance. Alors, pour vous, cette première question, M. Chappell, qu'est-ce que l'autisme, qui est devenu grande cause nationale en 2012, tout comme le handicap l'est depuis 2003? Alors, c'est une bonne question. Il faut commencer effectivement par cela. Donc, pour les personnes qui nous écoutent, l'autisme, donc les troubles du spectre autistique, c'est une somme de 3 choses. On appelle ça la triade autistique. La triade autistique sont les troubles du comportement. Je vais vous mimer un ou deux troubles du comportement, ce sera visuel, on comprendra mieux, on n'est pas à la radio. Les troubles de l'interaction sociale et les troubles de la communication. Alors, troubles de la communication, en général, c'est un langage tardif, voire pas de langage. D'accord ? Alors, dans certains cas, c'est un langage trop châtié chez les personnes Asperger, et je vais vous expliquer les 2 grandes familles. Donc, un langage parfois trop châtié chez les personnes Asperger, c'est 20% de l'ensemble des 700 000. Les personnes Asperger sont celles qui n'ont, sur ces 3 troubles, surtout un trouble de la sociabilisation, un petit trouble du langage, en général celui-là, c'est trop châtié, et en général assez peu de troubles du comportement. C'est surtout le trouble de la sociabilisation, et en général ils n'ont pas de retard mental. On les retrouve dans des métiers d'ingénieurs, dans des métiers d'architectes. Après, le gros du bataillon, c'est ce qu'on appelle les troubles de Kanner. Kanner, Asperger sont les 2 personnes qui ont découvert ces 2 troubles dans les années 50. Et Kanner, c'est en général un autisme avec handicap, avec retard mental. Pas toujours, voilà, ça va dépendre des niveaux. Mais il y a souvent du retard. Et là, on a les 3 troubles bien installés. Donc, on a le trouble de la communication, où là, je vous dis, dès le début, dès l'âge de 1, 2, 3 ans, on voit l'enfant qui ne babille pas, qui n'a aucun vocabulaire, qui ne retient rien. Et puis, les troubles du comportement, alors, il y en a des milliers, c'est très handicapant pour l'enfant. Ça va être des crises, des stéréotypies. Alors, la stéréotypie, vous savez, quand vous faites ça avec votre stylo, comme ça, vous jouez avec votre stylo, bon, ça c'est une stéréotypie acceptée, ou quand vous jouez avec votre jambe. Mais quand l'enfant fait ça toute la journée, ça, ce n'est pas une stéréotypie facile. Et souvent, ils font du flapping avec leurs mains, ou ils ont des petites stéréotypies comme ça, ils ont tous ces petits troubles du comportement. Ils tapent du pied, ils se balancent. Pas facile à vivre pour eux, et bien sûr, ça leur freine un petit peu leur inclusion. Et puis, le troisième, c'est celui qu'on connaît le mieux, quelque part, c'est la relation. Donc, ce n'est pas de leur faute. On sait qu'ils ont potentiellement un déficit d'ocytocine ou des choses comme ça, une hormone de la relation. On a fait des études qui ont montré qu'en leur donnant un supplé d'ocytocine, on arrivait à les faire aller vers les autres. Eh bien, voilà, ils n'arrivent pas, ils ne comprennent pas le mécanisme, ils ne décryptent pas le mécanisme de l'autre, ils ne le comprennent pas, et donc ils ne rentrent pas en interaction. Et ça, le trouble d'interaction sociale, c'est on le voit bien avec le confinement, tous connectés, donc eux ne sont pas au monde, il faut vraiment les aider. Et ces 3 troubles se corrigent. Et ça, il faut bien l'entendre, si on dépiste tôt, 6 mois, 12 mois, 18 mois, on peut vraiment leur faire des choses extraordinaires. Moi, mon fils a 5 ans, il disait pas un mot, il s'automutilait. Aujourd'hui, il est à la maison, là, il va chez un copain cet après-midi, il fait de la batterie, du karting, je pars avec lui en week-end. Voilà. Donc vraiment, on peut les faire énormément progresser. On gagne 15 points de QI à condition, donc deuxième question, d'utiliser les méthodes éducatives et comportementales. Puisque pendant un demi-siècle, on a fait ce qu'il ne fallait pas faire. Dans le diabète, on vous donne de l'insuline. Dans le cancer, on vous donne des anticancéreux. Vous avez mal à la tête, on vous donne de l'aspirine. Et imaginez que vous ayez mal à la tête et qu'on vous fasse une intraveineuse de je ne sais quoi. Ça ne va pas, ce n'est pas le bon traitement. Bon, nous, on a mis la psychanalyse comme traitement de base. Ça s'est installé dans les années 60 avec Lacan, Dolto. Et ça a été terrible parce que moi, j'ai rien contre la psychanalyse, enfin, quoique. Mais disons que ce n'est pas le sujet. Dans l'autisme, ça n'a pas à figurer. D'ailleurs, ils ont été sortis des recommandations de bonne pratique en 2012. On ne veut plus en entendre parler en France dans la prise en charge de l'autisme. Et ça s'est installé partout, dans les IME, à l'école, chez les psychologues, machin, toutes les facultés d'enseigner que ça. Pas Descartes, mais Diderot, par exemple, l'autre grand concurrent de Descartes, c'est 100% psychanalyse. Donc, quand ils sortent,
qui vous diagnostiquent et vous disent que madame, c'est de votre faute si votre enfant ne parle pas. Et là, on ne peut plus avancer parce qu'on est complètement dans une impasse, on retire l'enfant de la mère et on va culpabiliser, expliquer que l'enfant doit se reconnecter intérieurement à je ne sais quoi. Des niaiseries, des foutaises, docteur, vous confirmez? Et donc là, il faut absolument l'aider, le stimuler par une sorte de kiné du cerveau avec plein de petits exercices, le PEX, le TEACH, votre méthode, enfin, votre programme, pas méthode. Et donc là, voilà, on aide l'enfant, grâce à des associations comme Autistes sans frontières, dans laquelle j'étais chez ASF 92, j'ai commencé dans le grand bain chez eux. Ils m'ont trouvé un éducateur, on l'a mis à l'école, on lui a appris à lire presque de force, parce qu'en fait, il ne savait pas quoi. Donc ouais, on l'a aidé, et puis après les enfants d'école. Alors, combien de personnes sont atteintes de ce handicap, bien souvent invisible d'ailleurs? Alors, on était à 1 sur 2000 il y a 30 ans. On est 1 sur 100. Bon, il faut relativiser ces chiffres. En fait, à l'époque, on ne les diagnostiquait pas. Donc, on ne les trouvait pas. Donc, on ne prenait que les très sévères, très typiques. Parce que s'il y a 700 000 autistes, 70 millions dans le monde, hein, c'est le trouble du développement. En fait, on ne va pas dire maladie, hein, mais en tout cas, c'est ce qui touche le plus de personnes dans le monde, plus que le sida et le diabète réunis. Et même le cancer des enfants. Vous cumulez tout, il y a plus d'enfants qui ont d'autisme que d'enfants qui ont sida, cancer et diabète. Donc ça touche vraiment beaucoup d'enfants. Vous disiez tout à l'heure 5%. C'est colossal dans le trouble très large. Et donc, combien? On disait 1 sur 2000. Alors, en changeant un tout petit peu la définition, ça s'appelle le DSM, on s'en fout, définition américaine, mais en changeant un petit peu la définition, l'élargissant, parce que maintenant, les troubles du spectre, c'est très large. Hein, on voit bien un spectre très léger, très lourd, plein de formes et tout. Eh bien, on arrive à 1 sur 100. Dernière étude qui est parue la semaine dernière, 1 sur 57 en Angleterre. On est 1 sur 45 en Corée du Sud. On les diagnostique de mieux en mieux, mais donc ça pose un vrai problème de structure. Vous imaginez, alors déjà si les profs de médecine sont formés à la psychanalyse et qui pensent qu'il y en a 1 sur 2000, on avait fait un sondage avec ASF il y a 10 ans, 12 ans maintenant, ça nous vieillit. Eh ben, on avait fait ce sondage, on avait posé la question aux médecins, combien y a-t-il d'autistes en France? Eh ben, ils nous ont répondu, à 100% des médecins nous ont répondu moins de 10 000. Il y en a 700 000. Donc en fait, ils pensaient quasiment ne jamais en croiser, alors que dans chaque rame de métro, il y a un enfant autiste. Donc en fait, ils sont partout. Il faut vivre avec eux, comme ils vivent avec nous. Bon, nous, il faut qu'on fasse un peu des efforts parce qu'on a quand même plus d'habilité sociale qu'eux. Donc il faut leur tendre la main. Ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. Et comme dirait Samuel, c'est un bonheur que je ne souhaite à personne. Est-ce qu'il y en a plus aujourd'hui qu'hier et comment les repère-t-on? Alors, plus aujourd'hui qu'hier, je vous dis, on a changé la définition. Donc aujourd'hui, on est à 1 sur 100, 1 sur 50. Enfin, on ne sait pas très bien. Alors, je vous ai dit, on diagnostique beaucoup mieux, y compris chez les personnes âgées. Il y avait des bataillons d'autistes dans les IME, toutes les femmes, les masses et tous ces trucs que la France a inventés pour parquer les personnes autistes. Et finalement, quand ils sont allés voir un petit peu à l'intérieur, ils enquêtent et puis finalement, ils trouvent des troubles autistiques et ils se rendent compte que tous ces gens, on disait déficients mentaux, en fait, c'était tout simplement des autistes mal accompagnés. Je suis certain que tous ces établissements seraient quasiment vides si on avait fait le nécessaire il y a 50 ans. Merci Freud. Vous pouvez nous parler un peu de la prévalence aussi, s'il vous plaît? Oui, la prévalence, c'est ça, c'est 1 sur 50, 1 sur 100. Donc en fait, une naissance sur 100, c'est colossal. Ça veut dire que dans votre école, s'il y a 500 élèves, il y a forcément 5 autistes, même 25 avec des troubles des 10. Donc c'est vraiment… Après, on pense qu'il y a aussi des facteurs biologiques, bactériens, flore intestinale, dérèglement de certaines choses, thyroïde et tout. On réfléchit. Alors là, moi, je ne suis pas médecin, hein, mollo, mais il y a des pistes. On découvre des choses, et tant mieux. Hein, on a découvert l'atome, on a découvert les vaccins. Ben, un jour, on découvrira peut-être le moyen de, à défaut de soigner l'autisme, mon objectif, ce n'est pas de vaincre l'autisme. L'objectif, c'est d'arriver à le domestiquer. Ça veut dire arriver à faire qu'eux soient heureux. Moi, j'ai que 2 objectifs pour mon enfant. Le bonheur de mon enfant et son autonomie. Il n'était pas heureux, il l'est. Il est autonome en partie. Et je pense que tous les parents veulent ça pour leurs enfants. Donc en fait, quand on me dit « ouais, faut pas les prendre en charge », non, stop. Juste, est-ce que ton enfant est heureux? S'il l'est, bah, qu'il reste autiste, hein, pas de problème. Et est-ce qu'il est autonome? Est-ce qu'il aura une vie avec des enfants ou pas? Moi, aujourd'hui, mon fils, je ne peux pas vraiment me projeter là-dedans. Donc il est assez heureux, c'est déjà bien, mais il n'est pas encore tout à fait autonome.
Est-ce que vous pouvez nous dire aussi pourquoi a été créé et à quoi sert Autisme Info Service? Ah. Alors en fait, avec Anne-Sophie, pour vous aider, ouais, voilà, tout simplement. C'est tout simplement, on n'est pas forcément, on est le premier ou le dernier recours. Dès que vous avez suspicion, et les parents, il y en a qui disent, mon enfant avait 3 mois et il ne me regardait pas, je savais qu'il y avait quelque chose. Alors en général, on va voir le pédiatre qui dit, tout va bien. Non, 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 le pédiatre, il n'y connaît rien comparé à vous. Le parent, il sait, quand vous voyez votre enfant qui ne babille pas, qui ne pointe pas du doigt, qui ne joue pas naturellement avec une voiture, c'est-à-dire qu'il prend une voiture et il fait juste tourner les roues, c'est-à-dire qu'en fait, il s'auto-stimule, c'est qu'en fait, il y a un problème. Donc là, il faut courir chez nous, nous appeler. Nous, on va vous dire quelles sont les grilles, quels sont les systèmes, vers qui aller vraiment, les centres de dépistage. Il y a quand même beaucoup de choses en France, hein. Le problème, c'est que, vous voyez, j'ai eu du mal à trouver la médiathèque, mais imaginez ce que c'est que de trouver le bon centre de dépistage avec le bon expert, sans parler du fait que vous tombez souvent sur des mauvais. Je ne vous montrerai pas comme ça, c'est justement l'inverse. C'est qu'il y a des mauvais partout, 80% des psychiatres sont psychanalystes, et qu'aujourd'hui, j'ai une maman récemment à Strasbourg, son enfant avait des troubles gastriques. Donc elle emmène son enfant à l'hôpital, il ne parlait pas à 3 ans. Et puis à un moment donné, les médecins à l'hôpital se disent, écoutez, votre enfant ne parle pas, c'est quand même bizarre à la 3e consultation. Allez en psychiatrie. Donc là, il va en psychiatrie, là, il tombe sur un psychiatre, d'éminent professeur de psychiatrie, psychanalyste, qui dit « Je sais ce que votre enfant a, madame. Votre enfant ne parle pas. C'est normal, il vous vomit. » Donc quand vous entendez ça, vous vous dites « Bon, on a encore beaucoup de boulot. Donc merci Clamart de me donner la parole. » Et on n'a pas fini de nettoyer les écuries. Le gouvernement le sait, il y a des recommandations de bonne pratique, tout ce qu'il faut les faire appliquer. On n'y arrive pas parce qu'elles ne sont pas opposables juridiquement. Mais en fait, j'ai envie de dire que le bien gagne toujours sur le mal. Donc on va continuer, hein, on ne désespère pas et on va finir par vaincre. Donc en France, le sujet pour vous, est-ce qu'il est… Formation des professionnels. Ça, c'est voilà, colossal. Les moyens, il y en a… Après 4 plans. Ouais, 9 milliards d'euros selon la Cour des comptes. Hein. On a saisi la Cour des comptes, 9 milliards d'euros. C'est beaucoup, hein. 100 milliards en 10 ans. C'est de l'argent. Et moi, je pense que c'est même le double. On avait fait une étude pour le compte de groupe d'études à l'Assemblée nationale. On était plutôt aux alentours de 14-15 milliards. Donc 14-15 milliards, ce n'est pas anodin. Hein. C'est plus que le budget des Outre-mer et c'est quasiment le budget de la défense. Enfin, c'est colossal. Et on n'en fait rien. Je connais peu de parents qui me disent « c'est génial, super ». Alors que vous avez un enfant cancéreux, bah c'est bon, vous avez l'Institut Gustave Roussy, on vous met dans un protocole. Et en France, on est les meilleurs au monde. Donc si on peut le sauver, on le sauve de sa leucémie. En France, où que vous alliez, alors si vous allez à Robert Debré, on vous diagnostique bien, mais après, il faut aller chez ASF. Ça va être à toi de parler. Allez. Encore une dernière question. De façon plus particulière, y a-t-il des villes comme Clamart qui s'intéressent à ce sujet? Je sais que sur Clamart, il y a des associations qui font de l'inclusion, comme le club sportif de tennis, le club de rugby, notamment l'équipe A5, comme le club de taekwondo. Vous, en tant que Clamartois, comment vous le voyez? Moi, mon fils a été scolarisé en milieu ordinaire ici, avec une éducatrice. Bon, ça, c'est l'éducation nationale, mais en extrascolaire, il a toujours été bien accueilli. Maintenant, je ne connais pas exactement quelle est l'offre pour les adultes. Je ne sais pas s'il y a une politique de formation, une politique d'emploi. Bon, il faudra qu'on en reparle. En tout cas, aujourd'hui, vous faites un premier pas vers nous et je n'ai pas fini de vous emmerder. Mais on n'a pas fini de vous solliciter, je pense. Ah ouais, c'est que le début. Merci, Monsieur Chapelle. Je vous en prie. Madame Pell, je me tourne vers vous. Pouvez-vous nous expliquer ce que fait votre association Autistes sans frontières 92, s'il vous plaît? Oui, bonjour Madame Poirier. Tout d'abord, avant d'expliquer ce que fait l'association, d'abord je vais vous remercier la ville de Clamart effectivement de nous donner la parole aujourd'hui. Oui, merci aussi. Mais tu l'as fait. Non, pas assez. Car on a un retard énorme en France sur le sujet de l'autisme. Donc je suis ravie de pouvoir effectivement m'exprimer devant vous aujourd'hui. L'association, elle a été créée il y a 20 ans. On vient de fêter nos 20 ans sur les constats de retard de la France en matière d'autisme. Et force est de constater que les retards sont toujours là, malheureusement. Parce que c'est vrai que l'éléphant, ça se mange bouchée par bouchée, mais maintenant, il va falloir manger vite, très vite. Car il y a beaucoup de retard qui a été cumulé et qu'il faut à tout prix rattraper. L'association, Florent décrivait effectivement ce que fait Autisme Info Service. Et on les remercie d'être là, parce qu'avant, c'était les petites associations locales qui aidaient les parents.
L'association, c'est des parents bénévoles qui sont regroupés pour essayer de pallier à toutes les déficiences de l'État. Donc la première chose qu'on fait, c'est déjà d'accueillir les parents, de les écouter, parce qu'on n'est pas écouté chez les professionnels de santé, de les écouter. S'ils ont des suspicions de signes de l'autisme, on les guide vers les bons professionnels, ceux qui sont formés à pouvoir faire un diagnostic, parce que malheureusement, peu sont formés à faire le diagnostic de l'autisme. Ensuite, s'ils ont le diagnostic déjà de leur enfant, on va leur expliquer, on leur donne le diagnostic. Souvent, on leur dit, ben voilà, votre enfant est autiste. Allez, on se revoit dans un an. Et qu'est-ce qu'on fait quand on sort de chez soi, à part pleurer? Donc, on essaye de trouver des pistes, on essaye de trouver des voies. Donc, par chance, ils atterrissent sur Autisme Info Service ou sur une association qui peut enfin les aiguiller, leur donner un listing de professionnels recommandés qui sait ce que c'est une recommandation de bonne pratique de la HAS de mars 2012. On va les guider, on va leur demander de se faire former pour eux-mêmes comprendre leur enfant, parce que eux seront chaque année avec leur enfant, mais les gens qui vont être autour de leur enfant vont en permanence changer. L'enseignant va changer, la personne de crèche va changer, il y aura toujours des gens différents et ils feront toujours le même constat, les gens ne sont pas formés face à eux. Donc du coup, c'est aux parents d'aller donner un petit peu les pistes de ce qu'il faut mettre en place autour de son enfant, comment faire en sorte que ça puisse fonctionner. On organise nous-mêmes des formations des parents. On aide les parents dans les démarches administratives, parce que quand vous avez un enfant autiste, il faut quand même le savoir, chaque année ou tous les 2 ans, vous refaites des dossiers. Des dossiers sans arrêt qui vont passer au bout de 4 ou 5 mois. Et vous refaites des dossiers pour autre chose, vous faites des dossiers spécifiques pour le handicap, vous faites des dossiers parce qu'il va être inclus différemment. Donc on les aide dans toutes ces démarches. Et surtout, on les aide à trouver les professionnels qui vont pouvoir mettre en place des projets individualisés sur tous les lieux de vie. Et une fois qu'on a le projet individualisé et qu'on a compris comment fonctionne cet enfant, on va aller informer les enseignants, on va aller informer les agents du périscolaire, on va aller informer les maîtres de stage, on va aller informer pour que cette inclusion puisse devenir effective. Et le premier endroit où on souhaite les mettre, c'est déjà l'école. Et même les mettre à l'école, c'est déjà compliqué. Donc l'association a une convention avec le rectorat de Versailles qui permet que des professionnels formés puissent rentrer dans l'enceinte de l'éducation nationale en lieu et place des AVS pour que la personne puisse accompagner l'enfant partout, sur tous les lieux de vie. L'association, elle est faite pour que l'enfant aille partout comme s'il n'y avait pas de handicap, en formant les gens à l'extérieur. Ce n'est pas à l'enfant de s'adapter. L'enfant, il doit un peu s'adapter. C'est aux gens de l'extérieur d'inclure tout le monde. Donc, vous œuvrez plus particulièrement pour le milieu scolaire. De votre point de vue, en tant que Clamartoise, où en est-on à Clamart? Alors à Clamart, on avait fait déjà en 2014 une sensibilisation des agents municipaux de la ville. On avait fait une sensibilisation tout public pour aider ce dont Florent parlait, le diagnostic précoce, parce que tant qu'on n'aura pas de diagnostic précoce et qu'on aura des personnes qui arriveront à 12 ou 13 ans, on continuera à se poser la question de savoir comment est-ce qu'on va faire pour rattraper tout ce qui n'a pas été fait avant. À Clamart, j'ai plusieurs écoles déjà qui m'ont sollicité pour faire des sensibilisations dans les écoles. On va dire que jusqu'à l'école primaire, les gens sont encore assez partie prenante. Dès qu'on arrive au collège face à 13 enseignants et ils ont eux-mêmes 300 élèves face à eux, ça commence à devenir un peu plus compliqué. Donc, à part quelques collèges, sinon, c'est vrai qu'on a encore beaucoup à faire au niveau sensibilisation. On a encore beaucoup de difficultés à faire inclure nos enfants. C'est vrai qu'on est dans un département qui est innovant. On est dans une région où on voit des inclusions d'enfants avec autisme. C'est très, très hétérogène en France. Donc, Madame Pell, s'il y avait une demande particulière, prioritaire à faire à Jean-Didier Berger, le maire de Clamart, quelle serait-elle? Alors j'ai une demande mais extrêmement ambitieuse en réalité. C'est qu'il faut enlever la politique de l'handicap. La politique de l'handicap, c'est terminé, il faut une politique inclusive. C'est-à-dire, il faut arrêter le silo. Qu'est-ce qu'on va faire pour les handicapés ce jour? Non, c'est terminé. C'est dans toutes les actions, il faut penser l'inclusion de la personne avec handicap en permanence. Donc ça veut dire que
j'ouvre une bibliothèque. Est-ce que ça a été fait pour les personnes en fauteuil? Est-ce que c'est fait pour les personnes sourdes, malentendantes? Est-ce que c'est fait pour les autistes? Est-ce que l'accueil a été pensé? Est-ce qu'on fait attention au volume sonore? Est-ce qu'on fait attention aux affichages? Est-ce qu'on fait attention aux pictogrammes? Est-ce que les agents sont formés? Donc en réalité, quand on fait une formation des agents municipaux, il faut immédiatement parler d'handicap, tous les handicaps, pour que tout le monde soit formé, que l'inclusion elle puisse se faire sur tous les lieux de vie, en permanence. On ne devrait pas se dire, est-ce que cette association-là est bienveillante et que je vais pouvoir mettre mon enfant? On devrait se dire, mon enfant a envie de faire du judo, je vais l'inscrire au judo. Nous sommes sensibilisés à l'inclusion à Clamart et c'est vraiment le projet qu'avec le maire nous souhaitons porter. C'est l'inclusion. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai souhaité créer le réseau Handi Inclusion. Voilà, on est tous, voilà, on est tous équipés aujourd'hui et voilà, ça fait plaisir parce que voilà, c'est un vrai point de départ aujourd'hui. En tout cas, merci de nous avoir donné la parole. Merci Madame Pell. Enfin, Dr Nyanaka, vous nous faites l'honneur aussi d'être parmi nous. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre programme Friends Play, s'il vous plaît? Le programme Friends Play est un programme psychoéducatif basé sur la théorie développementale. Il y a aussi des activités de théorie cognitive et comportementale qui sont dedans, et aussi des exercices sur le jeu et l'art. C'est un programme où on travaille beaucoup les habiletés d'amitié, la collaboration, le partage, comment les enfants doivent attendre leur tour, être eux aussi des leaders d'un jeu, mais aussi on travaille beaucoup la confiance en soi, la résolution des conflits, mais aussi on aide les enfants avec des activités, des jeux et des exercices, d'être sûrs en eux-mêmes, d'avoir une estime en soi pour savoir se défendre quand il y a des harcèlements à l'école, parce que ça c'est très très fréquent chez les Asperger. C'est un programme assez intense. On intervient dans le milieu de vie de l'enfant à l'école. C'est un programme global parce qu'on travaille beaucoup avec les enseignants, les parents, tout ce qui est autour alors, de l'enfant, même avec les professionnels dans des activités extrascolaires de l'enfant, des activités artistiques ou sportives. On a 3 étapes, 4 étapes. On a le niveau personnel, on travaille avec des séances individuelles sur les habiletés sociales avec l'enfant. Après, on a le côté social, on travaille dans des groupes d'habiletés sociales où là, on propose plein d'activités, plus de 1000 activités, où on peut vraiment améliorer beaucoup la confiance de soi aux enfants, mais aussi leur communication, leurs habiletés dans des relations amicales. Alors après c'est le niveau alors du groupe, mais on travaille aussi avec la famille et on fait des groupes des enfants, des groupes des parents, où vraiment eux aussi jouent les jeux qu'on fait avec leurs enfants. Et aussi on travaille avec les fratries, voilà. L'autre niveau, c'est le niveau social, que c'est le niveau scolaire, qui est très très important. On est toujours dans des écoles. Mon équipe de psychologues et moi, on est des professionnels dans le terrain. On va dans la cour de la récré pour aider vraiment les enfants à s'intégrer dans un groupe d'amis, à pouvoir se défendre, à être plus à l'aise. Parce que là, je trouve qu'il y a un grand problème. Les adultes qui accompagnent l'enfant pendant la cour de la récré, ils ne sont pas là des fois. Où il y a aussi la perception qu'il faut que l'enfant reste en calme dans une pièce, dans un CDI, ou porter un casque. C'est là où on intervient beaucoup avec beaucoup de programmes, de guider l'enfant, former aussi les AVS, ou aussi on intervient nous aussi avec des étudiants de psychologie que j'ai dans mon centre et qui peuvent aller 1 ou 2 fois par semaine pour les aider. Et le programme Friends Play a commencé en Grèce. Moi, je suis grecque. Et là, je faisais des groupes d'habiletés sociales pour les enfants qui avaient des phobies scolaires, et qui étaient victimes d'harcèlement, mais avec beaucoup des enfants qui étaient dépressifs aussi, des ados dépressifs.
à cause qu'ils étaient exclus alors de leur milieu scolaire plutôt. Alors, par des groupes que je faisais, j'essayais beaucoup alors d'avoir confiance et qu'ils peuvent bien communiquer avec les autres et d'avoir des stratégies et des outils pour les aider. Et après, c'était 20 ans avant, alors que l'enfant Asperger est venu et que moi, j'étais fascinée par ce petit savant qui connaissait déjà 2 langues. Il avait 5 ans et il jouait déjà 2 instruments de musique. Mais il faisait des crises d'angoisse, des crises de colère envers ses camarades. Et c'est là que ça a commencé. Alors et moi, j'ai adapté beaucoup des activités et j'ai connu le syndrome d'Asperger. Et je suis venue après en France, que c'était un grand choc pour moi, le 2003, où il n'y avait rien sur le syndrome d'Asperger. Il n'y avait pas un article. Et c'était vraiment un choc parce que quelques années après aussi, quand j'ai commencé à donner des formations professionnelles ici sur les habilités sociales avec des organismes de formation, alors je suis allée dans plusieurs CESAD, pas CESAD aussi, mais IME ou dans des hôpitaux. Je trouvais aussi que les professionnels, comme monsieur Chapelle a dit, ils étaient vraiment, ils connaissaient rien sur l'autisme, sur le syndrome, ils étaient plutôt formés sur la psychanalyse. Et ils avaient vraiment une autre mentalité. Ils ne voulaient pas bouger, ils ne voulaient pas vraiment agir et travailler en éducation avec l'enfant. Parce que c'est ça qu'on fait beaucoup. Les enfants dans les groupes bougent beaucoup. On propose beaucoup des activités physiques pour qu'ils soient très à l'aise de lancer le ballon, de faire des jeux de rôle, beaucoup de scénarios. On ne reste pas autour du table et on discute du tout. C'est très heureux, c'est très ludique. Les enfants sont heureux parce que c'est ça qui compte aussi, d'être heureux quand ils viennent, quand ils partent et aussi dans leur vie du quotidien. On fait beaucoup des invitations entre les enfants aussi. On encourage beaucoup ces invitations, même on fait des séances chez l'enfant pour qu'il invite les autres enfants pour savoir comment inviter, comment on fait. Et il y a 3 programmes. Le premier programme, c'est pour les enfants d'âge préscolaire. Le deuxième pour l'âge scolaire et l'autre pour les ados, parce que les besoins de chaque âge sont différents, bien sûr. Et on apprend petit de tout ce qui est les jeux simples, comme le cache-cache, comme lancer des ballons, parce qu'ils ne savent pas, ils sont perdus, les enfants autistes Asperger. Et s'il y a vraiment quelqu'un qui ne peut pas les aider, imiter comment on fait, expliquer les règles, suivre leur tour, savoir gagner et perdre, ils ne savent pas, ils ne peuvent pas l'apprendre autrement. Il faut l'entraîner. On parle ici d'intervention précoce, parce que vraiment, si on commence à l'âge de 3 ans à entraîner l'enfant à jouer, parce que selon les grands chercheurs sur le jeu, si un enfant ne peut pas jouer, il faut faire quelque chose pour lui apprendre à jouer. Il fallait toujours alors les mettre dans une situation comme les autres, et de pouvoir entrer dans un groupe, mais aussi de pouvoir avoir des amis, pourquoi pas, c'est ça notre objectif. Après, au niveau scolaire, on apprend beaucoup des jeux. Si on va dans un cours de la récré, il faut voir qu'est-ce qu'ils font les enfants. Ils font du foot, ils courent. C'est là où, des fois, alors on se demande si les psychologues, nous, on apprend les enfants à jouer au foot. Mais c'est vrai, on peut le faire, il faut le faire. Il faut être près de la vie de l'enfant, de faire des choses qu'il vit tous les jours. Pas vraiment le mettre dans une table, lui apprendre des choses un peu robotiques, je peux dire. Il faut quand même vivre sa vie et l'entraîner à ça. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de jeux de rôle. On bouge tout le temps. Et c'est théâtre, musique, c'est tout ça. On a aussi une ergothérapeute qui travaille beaucoup les fonctions exécutives, la planification, l'organisation, un prof de yoga, et aussi des thérapeutes d'art qui travaillent beaucoup la musique, l'art, la danse, que ça aide aussi beaucoup parce qu'avec leur exercice, on peut faire plein de choses. Ce qu'on a aussi, à l'âge ado, c'est différent. Parce qu'à l'âge ado, on travaille les réseaux sociaux, on travaille la sexualité, on travaille comment, parce que c'est dur pour un Asperger de se trouver vraiment dans la cour où tout est changé. Les Asperger n'aiment pas trop les changements, mais c'est l'adolescence, c'est le changement. Et il faut alors lui apprendre les gestes, les différents signes, les non-dits, l'ironie, tout ça qui est vraiment difficile parce qu'ils ne peuvent pas décrypter les messages qu'ils prennent des autres.
Ce qu'on fait en plus, c'est des séjours en Grèce pour les ados, où vraiment là, dans des îles, où là, on l'a fait pendant 2 ans. Là, je peux venir. Là. Voilà. C'est vraiment formidable. Dans des îles, c'est magnifique. Je viens de regarder mon agenda, je suis libre. Oui, c'est pour les ados et les jeunes adultes. Ce qu'on propose, alors, c'est plein de... Je suis dedans. C'est plein d'activités à la sportive, culturelles, et qui les aident vraiment à travailler l'autonomie et les habilités sociales. Et docteur Yanaka, comment pourrait-on étendre, faire évoluer votre programme pour qu'un maximum de personnes finalement puissent en bénéficier? Par exemple, est-ce qu'il serait possible que les agents de cantine soient formés au travers de votre programme? Oui, pour moi, c'est fondamental de faire des formations des enseignants. C'est pour ça que je propose des programmes dans l'école, dans la cour et dans la classe avec les enseignants. C'est aussi de former les animateurs, les surveillants qui sont à la cantine, pour qu'ils puissent vraiment faire quelque chose. Parce que c'est inacceptable pour moi de ne rien faire. Je suis allée dans une école la semaine dernière, et quand c'était un ado qui était tout seul sur le banc, et la surveillante a dit il fait sa vie. Il était tout seul. Et après, bon, juste je suis allée le guider un petit peu. Après, il a joué pendant une demi-heure avec les autres enfants. Il y avait une autre aussi qui était aussi sur une banque seule dans une autre école. Et quand je suis allée vers elle, je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu ne joues pas avec les autres? Je ne connais pas les règles. Et c'est là alors qu'il faut qu'un adulte guide un petit peu l'enfant qui est isolé, seul, et qu'on a vraiment un grand pourcentage d'anxiété, de dépression. On parle à ce moment pour le syndrome d'Asperger, plus de 68% des Asperger sont dépressifs et ils ont des idées de suicide. Plus, les 38% ont déjà fait des tentatives de suicide. Voilà, on parle d'une énorme dépression en ce moment, d'un énorme problème avec des gens, des enfants, des ados, des adultes qui ont des grandes compétences parce que vraiment leurs compétences sont extraordinaires des fois. Ils sont focalisés dans plusieurs sujets. Ça pourrait être la météorologie, ça pourrait être l'Égypte antique, sur la capitale, parce qu'il aime beaucoup les Asperger à travailler, à classer, à être focalisé, à focaliser dans un sujet. Alors, ce sont vraiment des enfants et des ados avec plein de compétences. Et il faut l'encourager encourager leurs talents, leurs intérêts, pour pouvoir vraiment montrer aux autres qu'ils ont ces compétences. Parce que des fois, ils les cachent, des fois, ils ne peuvent pas les montrer. Mais il faut vraiment une formation des enseignants pour qu'ils puissent, eux aussi, valoriser l'enfant Asperger dans la classe, ou par faisant des présentations, des expositions de son intérêt. Travailler dans la classe aussi, c'est très important, travailler la bienveillance, parce que ça, c'est le plus important que je ne vois pas trop. Et des fois, il est très exclu, l'enfant, mais il faut travailler. C'est pour ça que je propose des programmes dans les classes pour la sensibilisation des camarades, mais de ne pas parler pour l'Asperger. C'est pour toute la classe. Pour que toute la classe collabore, pour toute la classe apprend comment partager, comment apprendre la solidarité, d'être gentil avec les autres, comment résoudre des problèmes, comment résoudre des conflits qui ont. Il faut travailler tout ça. Je crois qu'à l'école, ça n'existe pas. C'est trop académique et le social, c'est à côté à ce moment, mais on parle de l'école inclusive. C'est là qu'il faut vraiment faire un travail assez sérieux sur ce domaine. Merci, docteur Yanaka. Merci. Ainsi prennent fin nos échanges, je vais me permettre de les qualifier hyper intéressants, hyper sensibilisants, très ouverts et on va dire constructifs. Je tiens à remercier dans un premier temps Jean-Didier Berger, notre maire, qui a permis que cette conférence puisse avoir lieu. Bien évidemment et tout naturellement, je tiens à vous remercier personnellement tous les trois, et aussi au nom de la ville de Clamart,
pour déjà votre présence aujourd'hui, tout le temps consacré, et puis pour toutes vos expertises pédagogiques, personnelles, qui permettent, en vous écoutant, d'être sensibilisés et de mieux comprendre. Enfin, je tiens aussi à remercier les équipes dédiées qui ont œuvré pour la tenue de cette première conférence. Le Centre communal d'action sociale, aidé de la forte contribution de Madame Perrier, la direction de la communication de la ville, les équipes techniques, la médiathèque François Mitterrand qui nous accueille aujourd'hui, ainsi que Madame Colette Huard, qui est la vice-présidente du Centre communal d'action sociale et conseillère municipale. Je remercie aussi vous toutes et tous qui avez suivi sur le Facebook Live ou sur le site de la ville cette conférence et qui, j'en suis persuadée, va permettre de promouvoir et participer chacune et chacun à notre niveau à l'inclusion de toutes et de tous. Je vous propose donc que nous prenions rendez-vous pour de prochaines rencontres, pour continuer à sensibiliser ensemble, pour inscrire des projets prioritaires, pour vérifier leur avancée, pour construire l'inclusion, parce que c'est véritablement l'affaire de toutes et de tous. Je vous souhaite une excellente fin de journée et prenons tous soin les uns des autres. À très bientôt.